Bien, bonjour à tous. Euh, Nous allons entamer une nouvelle session de présentation de la formation d'ingénieur spécialité informatique parcours Big Data et IA pour l'industrie 4.0, donc qui va être implantée dès la rentrée, sous réserve bien sûr d'accréditation par la CTI, sur le site du CNAM de Bourgogne-Franche-Comté à Chalon-sur-Saône. Donc, je remercie pour aujourd'hui la présence de Monsieur Gaufroy, Julien Gaufroy, qui est data scientist dans le groupe Volvo. Et nous allons commencer cette présentation par on va dire, un petit survol de l'IA et du big data et de l'industrie 4.0. Donc alors, voilà, donc comme je vous le disais, Julien Gaufroy donc, est data scientist au sein de l'entreprise Volvo, groupe division digitale et IT. Moi, Christophe Guillet, donc je suis maître de conférence, je suis donc responsable pédagogique de cette formation d'ingénieur en région, Bourgogne-Franche-Comté. Sera également à nos côtés Monsieur Béra, Michel Béra, professeur émérite du CNAM, titulaire de la chaire modélisation statistique du risque et chargé de mission auprès de l'administrateur proviseur du CNAM pour le projet du Grand Chalon. Donc, à l'ordre du jour, comme je vous l'ai dit, on démarrera par un petit survol de qu'est-ce que c'est que le big data, l'IA, l'industrie 4.0, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-clés. Ensuite, on poursuivra la présentation avec la participation de Monsieur Gaufroy, qui présentera les activités de son groupe, de son entreprise, et finalement les problématiques qu'il rencontre autour de l'IA et du big data. Ensuite, on pourra poursuivre avec sur la formation d'ingénieur informatique en Big Data et IA à Chalon-sur-Saône. Et pour terminer, un petit survol là également de la vie à Chalon, la vie étudiante, car c'est important également quand on intègre une formation, formation d'ingénieur, c'est sur 3 ans, et donc c'est important de savoir un petit peu ce qui se passe dans la commune où se trouve implantée la formation en question. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra répondre à des questions si vous en avez au cours des prochaines minutes à la fin de cette présentation. Voilà, donc tout d'abord, alors qu'est-ce que c'est que le big data? On va pas forcément s'attarder bien longtemps, on va faire un petit survol. Big data, vous voyez, c'est terminologie anglo-saxonne. Big data, ça signifie finalement des données massives, on pourrait dire volumineuses, des données en grande quantité. Comment on peut les caractériser? Effectivement, ces données qu'on appelle big data, elles se caractérisent par leur volume déjà, d'une part. Elles se caractérisent également par leur vitesse, par la vitesse à laquelle il faut les traiter, car elles sont très volumineuses et si on veut pouvoir être réactif, il faut pouvoir les traiter dans la majorité des cas en temps réel. Et puis, elles se caractérisent également par leur variété. On peut tant avoir des big data, donc des données industrielles structurées que non structurées, voire un mixte des deux. Le pipeline, on va dire classique, voilà un exemple de pipeline classique, de chaîne on va dire de l'acquisition au traitement, l'analyse et à la restitution des données des big data. Donc, on démarre par une première phase de récupération des données qu'on va extraire, qu'on va filtrer, qu'on va nettoyer ensuite, mettre de côté, si je puis dire, mettre en avant tout ce qui représente des valeurs aberrantes, par exemple. On va les structurer. On pourra éventuellement les intégrer à ce qu'on appelle un data lake, afin de les stocker d'une certaine manière. C'est une approche comme une autre. Et puis après, on pourra entamer la phase de calcul et d'analyse avec tous les outils du machine learning, du deep learning qu'on peut imaginer, suivant le domaine applicatif. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a fait l'analyse de ces données industrielles, entre autres,
eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir faire une restitution, hein, car il ne suffit pas de faire une analyse, il faut pouvoir après communiquer avec les personnes concernées, hein, le personnel concerné au sein de l'entreprise, par la problématique liée à ces données qui ont été collectées. D'où une dernière phase qu'on appelle une phase de restitution. Alors maintenant, derrière l'intelligence artificielle, eh bien, derrière ce terme-là, se cache entre guillemets pas mal de choses. On pourrait dire que, pour faire simple, hein, que l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui se trouve à la croisée de pas mal de disciplines, hein, disciplines qui relèvent, on va dire, plutôt des mathématiques, hein, les méthodes statistiques, hein, au sens large. Je ne m'étends pas là pour l'instant. De l'optimisation aussi, c'est à la croisée des statistiques, je disais, mais également de l'optimisation, et puis également de la vision, de l'automatique, de la robotique. Si maintenant on fait un petit focus, sur l'intelligence artificielle, eh bien en fait, il y a toute une panoplie de méthodes qui ont été développées et mises en œuvre au cours de ces dernières décennies, voire même ces dernières années. Alors citons voilà, quelques méthodes parmi d'autres. Alors déjà, ce qu'on appelle ce qu'on appelle le machine learning se cache un certain nombre de méthodes. Parlons par exemple des forêts aléatoires, hein, random forest, des supports vector machine, SVM, de tout ce qui relève de la classification automatique, des méthodes de régression, des réseaux de neurones également, et puis une approche plus récente qui a prouvé par sa puissance un certain nombre de, comment dire, de sa capacité à répondre, à résoudre un certain nombre de problèmes, c'est le deep learning. Maintenant, venons-en au concept d'industrie 4.0. Alors derrière le concept d'industrie 4.0, j'ai envie de dire que l'idée est la suivante, c'est d'intégrer dans la pratique, dans les activités des industries, de l'industrie au sens large, intégrer des outils du numérique innovants. Donc soit par exemple la réalité augmentée, la réalité virtuelle, faire de la simulation numérique, faire de l'impression 3D, bien sûr collecter, gérer et analyser des données industrielles massives, afin de pouvoir prendre des décisions importantes dans à telle ou telle étape, par exemple dans le cycle de vie d'un produit. Derrière l'industrie 4.0 aussi se cache, si je puis dire, également tout ce qui relève de la robotique, de la cobotique. Et donc l'intelligence artificielle sera présente également pour pouvoir aider l'humain à prendre des décisions. Derrière l'industrie 4.0 aussi, on peut trouver ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT. Alors, voilà, j'ai parlé très rapidement d'intelligence artificielle, de big data, d'industrie 4.0. On va citer quelques secteurs, quelques applications, on va dire, de l'intelligence artificielle industrie 4.0. Ben, par exemple, ça peut être pour la maintenance prédictive, pour l'inspection automatisée, le contrôle non destructif, la fabrication additive, le jumeau numérique, la cybersécurité, le supply chain, l'ergonomie du poste de travail de l'opérateur. Si on fait un petit focus, par exemple, sur la fabrication additive, eh bien, l'apport de l'IA, ça peut être, par exemple, d'améliorer la performance d'une imprimante 3D, sa capacité de production, le coût, les délais de fabrication et la livraison. Ça peut être également l'apport de l'IA, ça peut être également l'automatisation du workflow pour l'impression 3D. C'est-à-dire comment on va passer du modèle CAO primaire au modèle, si je puis dire, imprimé en 3D à la fin de la chaîne. Et je passe d'autres applications qui apparaissent à l'écran. Si on parle maintenant de supply chain, un autre exemple, eh bien, l'IA va nous servir à automatiser l'inventaire, automatiser la préparation des commandes, gérer plus intelligemment les stocks, automatiser le tri des colis, avoir une meilleure visibilité du transport ou encore optimiser les tournées de livraison.
Voilà pour ce qui est, d'une façon assez, comment dire, sommaire, une présentation en gros de l'IA, du big data, l'industrie 4.0 et de ses applications. Après, maintenant, on va vous parler dans quelques instants de cette formation d'ingénieur qui est implantée sur le site de Chalon-sur-Saône. Alors, citons juste un événement qui a lieu de manière récurrente sur le territoire du Grand Chalon depuis quelques années, et donc qui s'appelle les Connex Days. C'est un événement professionnel qui rassemble des entrepreneurs, des industriels, des porteurs de projets, des acteurs de l'accompagnement et de la formation autour des thématiques de l'industrie 4.0. Et hors période d'épidémie type Covid, eh bien, qui également permet d'attirer un certain nombre d'étudiants de l'agglomération du Grand Chalon. Donc c'est un moment d'échange assez important, assez intéressant entre les entrepreneurs qui veulent faire leur transition numérique et les étudiants de la filière d'enseignement supérieur ingénierie numérique du territoire. Maintenant, écoutez, je vous propose d'écouter Monsieur Geoffroy, donc, qui est data scientist dans le groupe Volvo. Il va vous présenter donc ses activités et puis finalement les problématiques qu'il rencontre autour de l'IA et du big data. À vous, Monsieur Geoffroy. Et merci, Monsieur Guillet. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran, partager la présentation. Vous me dites quand vous la voyez. Vous voyez bien mon écran. Alors, oui, on voit votre écran. Impeccable. Je tenais d'abord à remercier le CNAM Chalon et plus particulièrement vous, Monsieur Guillet, pour m'avoir invité pour cette session. C'est clairement toujours un plaisir de présenter un peu mon métier et ce qu'on peut faire au sein du groupe Volvo dans ce domaine qui est passionnant, l'intelligence artificielle et big data. L'objectif pour aujourd'hui, c'est pas de faire une présentation très très longue, hein. On va rester sur 10-15 minutes de présentation. C'est clair, mon objectif, c'est de donner envie aux futurs étudiants, susciter un intérêt dans le domaine du machine learning, de la data science, pour montrer un peu tout ce qui peut être fait dans ce domaine-là et en prenant des exemples concrets de ce qu'on peut faire au sein du groupe Volvo. Désolé, hein, tout est en anglais après votre introduction en français, mais bon, c'est des raisons de politique interne. Bien sûr. On fait un petit agenda, on regarde rapidement l'agenda. Je vais faire une présentation un peu personnelle, mon parcours professionnel. Ensuite, on va prendre 2-3 minutes pour présenter le groupe Volvo. Et après, on va passer un peu plus de temps pour expliquer un peu concrètement ce qu'on peut faire en termes de data science au sein de notre groupe. Et ensuite, un petit peu d'échange sur la fin, au niveau du partenariat entre le CNAM et Volvo. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Julien Geoffroy. Je suis bourguignon pure souche. J'ai grandi dans les vignes à côté de Meursault. J'ai fait mes études à Chalon-sur-Saône, donc là où sera implantée la formation du CNAM, donc au lycée Niepce, un bac scientifique. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur dans l'université de Bourgogne qui s'appelle l'ISAT, l'Institut supérieur de l'automobile et des transports. Donc, comme son nom l'indique, c'est une école d'ingénieur plutôt orientée mécanique automobile. Pas forcément prédestinée à la base à faire de la data. C'est pour ça que j'ai commencé vraiment dans l'industrie automobile, à faire plutôt orienté essai. Donc, j'ai commencé chez Renault Voiture, puis ensuite au sein du groupe Volvo, des postes de calibration, responsable prestation, manager d'équipe essai. Ensuite, quand j'ai rejoint le département Powertrain, donc tout ce qui est développement moteur au sein de Volvo, c'est là où j'ai commencé à manipuler de plus en plus de data. Et j'ai commencé à me passionner pour ce domaine-là, à me rendre compte qu'on arrivait à répondre à des problématiques complexes grâce à ça, apporter des solutions à des problèmes existants, apporter des solutions sur des nouvelles problématiques. Donc clairement, c'est un domaine passionnant en tant qu'ingénieur. C'est des techniques aussi qui sont assez intéressantes. J'aimais bien coder et du coup, je me suis perfectionné là-dedans.
Et c'est un monde en constante évolution, donc c'est plutôt intéressant. Je travaille plus au sein du département R&D. Maintenant, je suis côté Digital and IT. Donc, c'est le département informatique. Du coup, je fais de la data science plus pour la R&D, mais pour tout le groupe en entier. Donc, que ce soit les achats, la production, etc. L'aspect finance. Et c'est pareil, c'est intéressant, ça permet de voir d'autres aspects. Je parle beaucoup du groupe Volvo. Je vais passer quand même une minute pour vous expliquer exactement ce que c'est concrètement. Donc, le groupe Volvo fournit des solutions de transport. On est le leader sur ce domaine-là. Il ne faut pas confondre avec Volvo Cars qui fournit les automobiles. On est vraiment une entité séparée. Notre cœur de métier, c'est le camion, clairement. On a plusieurs marques. On a beaucoup de marques au sein du groupe. C'est une alliance dans laquelle voilà, on va retrouver Volvo Trucks, Renault Trucks. On va avoir Mack, par exemple, aux États-Unis. On ne fait pas que des camions, on fait aussi tout ce qui est solution de mobilité urbaine avec des bus, des cars, avec la marque VBC. Une grosse part de notre chiffre d'affaires se fait au niveau de la construction, donc tous les engins de chantier. Ça représente quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires. Et une grosse partie aussi d'activités industrielles, avec des groupes électrogènes, des moteurs pour bateaux, etc. C'est un grand groupe, on est leader sur le segment, on a à peu près 100 000 employés, on est présent partout dans le monde. On est présent dans une vingtaine de pays en termes de bureaux d'études et de chaînes d'assemblage. Et on doit être présent, on doit vendre nos camions dans nos véhicules dans à peu près 200 pays dans le monde. Donc on a une grosse présence mondiale. Et du coup, on se définit des objectifs en tant que grande entreprise. On a un impact sur la société, c'est important d'en parler et c'est quelque chose qui est important pour nous aussi au sein du groupe. C'est de se définir des missions. Notre objectif pour nous, pour les 20 ans qui arrivent, c'est d'apporter de la prospérité pour la société. On va rentrer un peu plus dans le détail quand même, dans le sens où un des objectifs, c'est d'être 100% plus sûr. Concrètement, c'est d'ici 2040, c'est avoir 0 accident mortel dans lequel un véhicule Volvo sera impliqué. Donc c'est super important pour nous, ça a toujours été dans l'ADN de Volvo, la sécurité. L'objectif, c'est d'être 100% sûr. Bien sûr, on sait qu'on a un gros contributeur en termes de CO2 dans notre domaine, dans l'industrie du transport. C'est quelque chose qui est important. Notre objectif, 100% d'énergie fossile free, donc énergie renouvelable. Donc forcément, on parle de camions électriques ici, on parle de solutions avec de la pile à combustible, des véhicules hydrogène ou des carburants de synthèse. Quelque chose d'important pour nous. Et on fait des camions pour transporter des marchandises. Pour nos clients, l'objectif 100% plus productif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un camion, ça transporte X tonnes par an. L'objectif, c'est que dans 20 ans, on en transporte le double avec ce même camion. Donc, c'est quelque chose sur lequel, enfin, c'est des choses importantes et on se rend compte au final que tout ce qui est intelligence artificielle, big data, sont des leviers pour nous permettre d'atteindre des objectifs. Bien sûr, on ne va pas tout faire grâce à ça, hein, mais c'est clairement quelque chose qui va nous aider à accomplir ça. On va le voir dans les exemples, que c'est en lien directement avec les objectifs du groupe. Il ne faut pas se cacher aussi, on est dans l'industrie. Hein. L'IA, le big data, c'est quelque chose qui est vu aussi par notre boîte comme un relais de croissance. C'est une manière de dégager plus de profits, d'avoir plus de croissance dans des nouveaux domaines. Pourquoi? Parce qu'on apporte de nouveaux services grâce à ça. Et forcément, les clients, si on a des clients qui sont prêts à payer si on leur permet de gagner de la productivité, c'est aussi des gains de productivité énormes en interne de faire du machine learning, du big data. Voilà, c'est optimiser nos coûts de développement, nos coûts de fabrication, etc. C'est quelque chose que toutes les boîtes dans l'industrie investissent. On investit énormément là-dedans. On va rentrer dans le concret quand même. Alors, qu'est-ce que fait un data scientist? Alors voilà, la personne qui fait de l'IA et du big data chez nous, ça s'appelle data scientist. Quand on travaille au sein du R&D. Donc ça, c'est des expériences que j'ai pu avoir quand j'étais au centre département moteur. Il faut déjà parler, pourquoi on parle de big data? On a déjà une grosse source de big data chez nous, c'est nos véhicules connectés. On est une entreprise on a misé depuis longtemps, depuis plus de 15 ans sur les données. Donc on a 15 ans d'historique, on a plus d'1 million de véhicules connectés. Quand on dit connectés, au final, ce sont des véhicules qui nous renvoient des informations sur leur usage, sur leur code défaut, etc. Toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures.
Et bientôt, on sera équipé en 5G et on sera quasi dans l'instantané au final sur le retour des informations. Voire même, on y est déjà sur certains cas. Donc, on a vraiment du big data. Clairement, avec toutes les problématiques évoquées par M. Guillet précédemment, hein, c'est comment traiter cette masse de données, comment la collecter, la filtrer, la synthétiser, la mettre dans des outils pour exploiter ça. J'aurais tendance à dire que c'est une technique qu'il faut connaître en tant que data scientist. Certaines personnes qui vont spécialiser vont être là-dedans, hein, sur la partie vraiment amont, manipuler la donnée. Maintenant, voilà, il y a des experts dans tous les domaines. Après, il y a plutôt la partie aval, où on va exploiter ces données pour pouvoir répondre à des problématiques au final. Donc ça, c'est notre problématique big data. En tout cas, c'est une de nos forces. On a plein de données. Pour en faire quoi? L'image que vous voyez ici, c'est un peu différentes applications qu'on a de nos véhicules. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tous ces véhicules-là, on a exactement le même moteur. C'est le même. Que ce soit sur un engin de chantier, sur un bateau, sur un camion, sur un bus, on a exactement le même moteur. C'est une grosse problématique pour nous, pour les personnes qui développent des moteurs, c'est que l'usage est pas du tout le même de notre moteur. Et donc, on doit comprendre comment nos moteurs sont utilisés dans nos différentes applications. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va récupérer des informations et on va venir les traiter. Une des étapes numéro 1 de la big data, c'est on récupère, on filtre et on affiche la donnée. On va filtrer, on va dire voilà, on veut se concentrer que sur les camions, etc. Et on va pouvoir comprendre un petit peu quelles sont les températures d'utilisation, les plages d'utilisation moteur, pas mal de choses. C'est quelque chose qui va être intéressant pour faire de l'analyse, c'est plutôt du data analysis ici. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche à optimiser, clairement. On veut développer et améliorer les prestations pour 95% de nos applications. On va venir faire des familles au niveau de ces populations. Donc là, on va avoir des algos, ce qui expliquait M. Guillet par exemple. Là, on va faire des méthodes de machine learning ou plutôt d'apprentissage automatique avec des méthodes de segmentation ou clustering en anglais, dans lequel on va regrouper, basé sur énormément d'indicateurs, des familles qui se ressemblent exactement, d'un point de vue statistique. D'un point de vue on corrèle ça avec le point de vue technique, et derrière, après, on va venir optimiser nos moteurs pour telle famille, pour telle autre. Et identifier les zones qui sortent un peu du champ d'application standard, pour dire, pour ces applications-là, potentiellement, il faut avoir des pièces spécifiques, et on va dimensionner pour ces applications-là. Et on va faire le ratio coût, développement, qualité, etc., comme tout bon ingénieur. Donc ça, c'est de l'analyse, on va dire, plutôt, qu'on va appeler chez nous off-board, c'est-à-dire on récupère la donnée, on l'analyse dans des bureaux, voilà, pour pouvoir tirer des conclusions. Un autre champ d'application, clairement, pour la R&D, c'est d'embarquer tous les algos de machine learning, de deep learning dans nos véhicules. L'exemple type, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est les véhicules autonomes. Un véhicule autonome, il doit aller d'un point A à un point B. Pour cet exemple, c'est une charge sur roue, donc on doit transporter de la marchandise. Il doit aller au point de chargement. On va venir, dès qu'il détecte qu'il est plein ou suffisamment plein, il va dire qu'il part. Il repart à un autre endroit pour pouvoir déposer sa matière. Et il revient, tout ça en sécurité, tout ça en étant optimisé et sans intervention humaine. Forcément, ici, le véhicule, il va devoir prendre énormément de décisions. Et là-dessus, clairement, tout ce qui est algo, réseau de neurones, deep learning, c'est quelque chose qu'on va venir exploiter énormément pour pouvoir traiter les informations qui viennent des caméras, des différents capteurs, etc. Donc ça, c'est un exemple typique. Le plus connu et sur lequel on travaille énormément, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça, dans le thème de l'IA. Bien sûr, la safety aussi, ce qu'on dit, la sécurité. Comment anticiper qu'un cycliste va venir couper la trajectoire d'un camion et prendre les bonnes décisions. D'autres choses aussi en termes de contrôle. Un autre champ d'application, c'est plutôt sur l'aspect relation client. Je vous ai mis un exemple ici, un exemple type que tout le monde fait dans l'industrie, c'est de la maintenance prédictive ou de la prédiction de panne. Ça, c'est clairement un des champs numéro 1, ou en tout cas sur lequel tout le monde travaille en ce moment. C'est comment être capable de prédire qu'une panne va arriver sur un de nos véhicules. Donc là, c'est pareil, on va venir récupérer de l'information et on va venir la traiter. On aime bien analyser un peu ce qui se passe, donc on va avoir des technologies plutôt de type arbre. Donc là, c'est le plus simple possible, hein, que je vous ai montré, c'est un decision tree, donc un arbre de décision. On utilise forcément des algorithmes un peu plus poussés, hein,
pour pouvoir faire ça. Mais voilà, c'est de se dire, bah voilà, si notre véhicule il rencontre telle condition, il commence à avoir tel défaut, il est dans tel usage, bah, il a une probabilité d'avoir une panne dans les 2-3 jours qui est assez forte. Et derrière, il faut mettre en production tout ça. C'est ce qu'on fait chez nous, par exemple chez Volvo. On a vraiment des services qui s'occupent de ça, de mettre en place des modèles. Dès que le modèle est fiable, on s'en sert. C'est-à-dire, bah voilà, on scrute tous nos millions de véhicules qui tournent. Dès qu'il y en a un qui est suspecté d'avoir une panne dans les prochains jours, on analyse, on dit OK, oui, on suspecte qu'il y a vraiment une panne, on contacte la concession, qui elle-même va contacter le client pour lui dire, bah écoute, on suspecte que tu vas avoir une panne dans la prochaine semaine, ça tombe bien, tu as une opération de maintenance, donc on va faire ça à ce moment-là. Ou sinon, bah, ça serait bien que tu arrives à nous libérer ton camion pendant une demi-journée pour qu'on puisse regarder ce qui se passe. Donc voilà, l'objectif, éviter que le camion s'arrête et améliorer la productivité de nos clients. Un autre truc, c'est bah, si le camion tombe en panne, c'est comment aider l'atelier à diagnostiquer au plus vite une panne. Ça, c'est un exemple sur lequel je travaille par exemple en ce moment. Sur le principe, pareil, on récupère des informations, des codes défauts, des données d'usage. Et on récupère en plus une description de la panne. Donc typiquement, le client va nous dire, bah, j'ai entendu un bruit de claquement quand je passais tel rapport et bien, au bout d'un moment, j'ai perdu de la puissance. Et ben en fait, on va décrire tout ça. On va analyser ça, un peu les mêmes types d'algos que peuvent utiliser Google, par exemple, pour analyser une requête Internet. On croise ça avec d'autres informations et derrière, on va dire au client, bon, ben, on va donner l'information pour dire, bah, nous, on suspecte que c'est ça. Ça va prendre tant de temps à dépanner et ça va te coûter tant. Clairement, c'est comme si vous arriviez dans une concession avec votre voiture et vous disiez, bah, j'ai un problème. Bah, dans les 2 minutes, on vous dit, bah, OK, ça va nous prendre 3 heures à le réparer, ça va vous coûter 100 €. Chose qu'on ne fait pas actuellement. Et là, on utilise des algos, bah, voilà, des algos type Natural Language Processing, des pareils réseaux de neurones, etc. Optimisation de la conso, ça c'est un exemple classique aussi chez nous, dans lequel on va faire du coaching, analyser les données et dire, bah voilà, donner un retour d'information au client pour dire, bah, peut-être qu'il faut retravailler un peu ton style de conduite parce que tu pourrais gagner X litres au 100, ou on suspecte un problème technique, ou potentiellement on te préconise de mettre tel ou tel équipement pour améliorer ta conso. Et vraiment de se servir d'algo de type régression pour dire, si tu mets un déflecteur pour améliorer l'aérodynamique de ton véhicule, tu vas gagner tant de litres au 100 parce qu'on l'aura vraiment quantifié basé sur d'autres véhicules. C'est de finir rapidement. Si tes slides est intéressant, parce que c'est là où on va mettre un peu plus en image que ce que M. Guy a expliqué sur tout ce qui est industrie 4.0. Donc en lien avec la production, c'est pas forcément mon cœur de métier, mais c'est quand même quelque chose avec qui je travaille avec mes collègues. Les jumeaux numériques, ça c'est un truc classique. Si on peut prévenir une panne sur un véhicule, on peut prédire une maintenance sur des machines, outils, des outils de fabrication. C'est quelque chose qu'on fait depuis 40 ans, mais avec la data science, on peut digérer beaucoup plus de données et être beaucoup plus fin. Et d'être beaucoup plus précis aussi dans la maintenance. L'impression 3D. L'impression 3D, forcément, c'est quelque chose, c'est un domaine dans l'industrie 4.0 qui est intéressante. Si on fait le parallèle avec le slide de M. Guillet, ce qui est intéressant, c'est de coupler l'impression 3D avec de la simulation numérique. L'impression 3D nous ôte énormément de freins sur la fabrication des pièces. Avant, bah voilà, la pièce, fallait qu'elle soit fabriquée dans un moule. On ne peut pas faire la forme qu'on veut. Avec l'impression 3D, on peut faire quasiment toutes les formes qu'on veut. Et à partir de là, c'est juste, on définit dans quelle enveloppe on veut définir une pièce, quelles sont les interfaces, quelles sont les contraintes. Et à partir de là, on va venir de manière automatique calculer, définir la forme optimale pour cette pièce-là avec le meilleur matériau possible. Et du coup, vraiment obtenir des gains et des trucs de. Enfin, en tant que mécanicien, c'est une pièce vraiment impressionnante qu'on a réussi à produire et qu'on a fait tourner en essai. Et parfait, on gagne 40% de masse, X milliers d'euros, etc. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et forcément, la réalité augmentée, dans lequel on a quand même pas mal d'applications pour aider à l'assemblage des véhicules, à l'assemblage des pièces. Chaque camion sur une ligne d'assemblage est différent, donc forcément, s'il y a un opérateur avec ses lunettes, il arrive à voir c'est telle pièce qu'il faut monter à tel endroit, c'est beaucoup plus simple pour lui. Aussi pour des opérations de formation, c'est super intéressant de faire ce type d'utiliser ce type de techno. Voilà, je vais finir maintenant. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. Sur le principe, c'était aussi pour mettre en évidence qu'il y a
en tout cas de mon point de vue ou de notre point de vue, un bon data scientist, c'est quelqu'un qui sait aussi discuter avec les personnes du métier, les différents métiers qu'il va rencontrer. On parle de R&D, on parle de production, on parle de relations clients, etc. Ça, c'est important et c'est ça qui est assez intéressant avec la formation qui est fournie par le CNIME, c'est que c'est pas juste une formation pure informatique et à big data, comme on peut en voir beaucoup. Ça forme aussi des gens à faire la passerelle avec les besoins métiers et c'est quelque chose dont toute l'industrie a besoin. C'est bien d'avoir des geeks, on en a, il n'y a pas de problème. Les gens qui veulent être purs geeks et à fond dans leur code et coder toute la journée, il y en a dans les boîtes et on en a besoin. Mais c'est aussi vachement intéressant d'avoir des gens qui peuvent discuter avec les différents interlocuteurs. Et voilà, c'est ce qu'on recherche. Et d'ailleurs, on a plusieurs offres d'alternance qui sont ouvertes. N'hésitez pas à aller sur le site Volvo Careers. Vous avez différentes offres d'alternance disponibles, dont une dans mon service. Voilà, j'avais prévu des questions, mais peut-être qu'on le fera à la fin, Monsieur Guillet, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça me va. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, donc là, on va poursuivre donc, cette présentation, cette session, avec un focus maintenant sur la formation d'ingénieur. Sur la formation d'ingénieur, donc je vais à mon tour partager l'écran. Voilà, donc cette formation d'ingénieur Big Data et IA pour l'industrie 4.0, donc qui va ouvrir à la rentrée de septembre. Donc, elle est le fruit d'un partenariat entre 3 partenaires. D'une part, le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, qui représente en région l'établissement public d'enseignement supérieur de recherche qui est le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. D'autre part, le pôle formation UEMM de Bourgogne et plus précisément de Saône-et-Loire et Côte d'Or. Et enfin, l'ENSAM, ou encore Arts et Métiers, qui est, on pourrait dire, le cousin du CNAM, si je puis dire, historiquement, 2 établissements qui sont nés à peu près à la même époque, à la fin du XVIIIe siècle, et donc qui est une école d'ingénieurs. Alors, pour faire court, rapidement, donc le CNAM Bourgogne-Franche-Comté donc représente en région le CNAM, je vous ai dit, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Donc le CNAM existe depuis plus de 200 ans, comme je viens de vous le dire, fin du XVIIIe siècle. Formation pour tous tout au long de la vie. En Bourgogne-Franche-Comté, si on fait un petit focus, il y a à peu près 1524 élèves. Alors ça, c'était une photographie en 2020-2021 avec plus de 15 sites d'enseignement et différents domaines de formation. Le pôle formation UEMM Saône-et-Loire-Côte d'Or propose des formations en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, des formations diplômantes de bac à bac+5. Il forme bien sûr des salariés de l'industrie, les accompagne dans l'acquisition, le maintien, l'évolution de leurs compétences. Environ, ça représente 4000 salariés formés chaque année et 434 entreprises ont été comptabilisées parmi les partenaires du pôle formation. Enfin, Arts et Métiers, ENSAM, forme des ingénieurs des cadres de l'industrie. Il accueille chaque année dans ses 8 campus, sur tout le territoire national, et ses 3 instituts, dont l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, plus de 6000 étudiants. Alors, que dire de plus? Commencer par déjà vous dire en quelques mots où ce diplôme ou cette formation d'ingénieur sera implantée. Eh bien, en fait, elle sera implantée sur un site qui s'appelle l'usinerie. C'est un beau bâtiment qui date du 19e siècle, qui est en train d'être rénové, restauré et finalisé. Il sera finalisé dans moins de 2 mois. Et donc, à la rentrée de septembre, pour l'ouverture du diplôme, bien sûr, je répète, si l'accréditation de la commission d'études d'ingénieurs nous est donnée, eh bien, vous permettra
de suivre votre parcours, votre cursus d'ingénieur en CIMU. Alors pour faire court, hein, l'usinerie, si vous voulez, en dehors de ce beau bâtiment historique hein, de Châlons, ça représente quelque part un espèce de, si je puis dire, une espèce d'écosystème, on peut utiliser ce terme sans aucun problème. C'est un écosystème au sein duquel eh bien, on peut trouver à la fois des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je vous ai parlé de l'ENSAM, du CNAM, bien sûr, d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le LISPEN, qui est rattaché à l'Institut Arts et Métiers de l'ENSAM, qui sera dans les murs de l'usinerie, et également un autre acteur, un autre partenaire qui s'appelle l'Usinerie Partners, qui est là pour faire l'interface, si je puis dire, entre les entreprises, PME entre autres, et les acteurs d'enseignement supérieur et de recherche de l'usinerie pour permettre à ces entreprises de faire leur transition numérique. Alors, au sein de l'usinerie, du fait du déploiement de cette filière, de cette formation d'ingénieurs, eh bien, effectivement, il y aura un certain nombre d'équipements dédiés, en particulier des serveurs de calcul hein, qui seront à la disposition des futurs élèves ingénieurs dans les salles dédiées au CNAM, pour Bourgogne-Franche-Comté. Des serveurs de calcul avec une puissance suffisante permettant justement de traiter des données industrielles massives. Également, vous pourrez avoir accès aux serveurs de calcul de l'ENSAM qui, eux, auront une coloration, si je puis dire, plus réalité virtuelle, réalité mixte, d'accord? Plus pointue par rapport à tout ce qui relève de la modélisation 3D, des moteurs 3D temps réel, d'accord? Compatible avec ce genre de logiciel et d'applications qu'on peut développer. Au sein de l'usinerie, vous pourrez bénéficier en tant que futur élève ingénieur eh bien, donc, des équipements présents, des équipements en particulier des partenaires du diplôme, de l'ENSAM particulièrement excusez-moi, des logiciels, je l'ai dit, également des équipements de réalité virtuelle. Hein, on dispose dans le laboratoire LISPEN d'un CEV 5 faces, hein, qui est quasi unique en France, on peut le dire sans aucun problème, hein, qui sera donc présent, des simulateurs de conduire, ces systèmes à retour d'effort, et puis des dispositifs plus légers comme des casques de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée. Également, on pourra vous pourrez bénéficier aussi finalement indirectement du partenariat qu'on a pu tisser avec un certain nombre de partenaires, avec Volvo bien sûr, avec d'autres partenaires comme Siemens France, ou par exemple pouvoir stocker des données massives industrielles en local ou sur le cloud qui nous sera mis à disposition par exemple par l'entreprise Siemens. Vous pourrez également bénéficier d'une ligne de production 4.0 hein, qui sera implantée au sein de l'usinerie, qui est proposée par un autre partenaire qui s'appelle Festo. Cette ligne de production 4.0 contient un module intelligence artificielle, donc ça vous permettra de collecter, de traiter des données industrielles. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce partenariat tripartite hein, fait intervenir un troisième acteur, donc, qui est le pôle de formation UMM de Saône-et-Loire et de Côte d'Or, et son pôle d'excellence en technologie de soudage, technologie additive, environnement numérique et IA, qui se trouve à la proximité de l'usinerie. Et donc, vous pourrez bénéficier également de sa ligne de production 4.0 et de tous ces outils pointus dans le cadre des enseignements ou des TP. Maintenant, venons-en aux modalités d'inscription, aux publics qui sont attendus, les conditions d'accès. Alors, je le rappelle, hein, pour tout le monde, donc les modalités de la formation, donc il s'agit d'une formation en alternance, hein, qui concerne un public en formation initiale, hein, on dit en FISA, formation initiale avec un statut d'apprenti, comme c'est une formation d'ingénieur, donc la durée des études est de 3 ans.
Les prérequis pour intégrer le diplôme, hein, pour intégrer cette formation, comme tout diplôme d'ingénieur, comme toute formation d'ingénieur. Donc, il faut au minimum avoir un bac plus 2, hein, un diplôme bac plus 2 reconnu au niveau national. Vous pouvez être issu, bien sûr, de classes préparatoires aux grandes écoles, mais comme également de licences. Alors, on a donné quelques mentions, quelques filières, mais cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, hein. Ça peut être, par exemple, vous pouvez être issu de licence informatique, hein, de but, car il s'agit des nouvelles formations que proposent les IUT, donc de buts tant à coloration industrielle comme les buts GE2I, GIM, GMP, MP, SGM, mais également informatique, STID, GLT, ainsi que de BTS. Hein. Alors, BTS, on a cité deux spécialités, mais là encore, on peut bien sûr recruter des étudiants issus d'autres spécialités que la spécialité SEO et SN. La procédure pour intégrer, pour être sélectionné au sein de cette école d'ingénieurs du CNAM et de cette formation à Chalon, eh bien, en fait, cette procédure, on va dire, elle se décompose en 3 phases. Une phase, eh bien, forcément, comme toujours, vous devez remplir, déposer un dossier de candidature qu'on va examiner. Une phase d'entretien, peut-être pour certains d'entre vous, l'entretien a déjà eu lieu, et puis une phase de test. Et puis, c'est sur la base de ces 3 ingrédients, si je puis dire, ces 3 phases, qu'on va pouvoir prendre une décision et vous la signifier, vous en informer. Concrètement, si vous voulez vous inscrire, ce fameux dossier de candidature, vous pouvez le télécharger sur le site web du CNAM Bourgogne-Franche-Comté ou sur demande en écrivant à l'adresse générique de diplôme d'ingénieur BFC-_ ingénieur sans accent .ia @lecnam.net. Je répète, bfc_ingénieur.bdia@lecnam.net. Alors, la structuration pédagogique de la formation, faisons court, hein, parce qu'on ne va pas vous inonder de chiffres. En gros, 5 blocs d'enseignement, hein, bien sûr une grande part d'informatique, de mathématiques, des sciences de l'ingénieur, ça va de soi, avec entre autres sur les presque 600 heures dédiées aux sciences ingénieurs, eh bien, plus de 130 heures dédiées à tout ce qui relève de la réalité mixte, près de 400 heures dédiées aux humanités, aux sciences sociales, entre autres à tout ce qui est management d'équipe, communication, etc. Vous avez aussi une place non négligeable à l'international, donc vous devrez faire un stage d'au moins 8 semaines à l'international au sein d'une entreprise ou pourquoi pas dans un laboratoire de recherche partenaire de nos laboratoires ou autres. Hein. Un projet de fin d'études en entreprise en semestre 6, c'est-à-dire à la fin de votre 3e année, avec bien sûr un mémoire à la clé et une soutenance orale à présenter. Et puis, comme souvent, des projets pluridisciplinaires en groupe, principalement en classe. Pour résumer, donc ça représente à peu près 44% de cours, 44% de TD, de TP et 12% de séquences à l'international, si on veut faire un petit résumé de l'ensemble des enseignements. Bon, pour terminer sur le diplôme, si on voulait dire, voilà, résumer, dire quelle est la valeur ajoutée du diplôme, j'ai envie de dire que vous avez moyen de vous approprier, de mettre en œuvre un certain nombre de technologies du numérique digital de l'industrie 4.0 qui vont être déployées sur le site de l'usinerie, mais également sur le site du pôle d'excellence du pôle formation UMM. Cet écosystème propose entre autres une offre de services sur mesure aux entreprises en matière de fabrication additive, maintenance, automatisme, management, cybersécurité, performance industrielle, robotique, comotique. Vous serez amené au cours de votre cursus à suivre une formation afin d'avoir une certification Green Belt ou Black Belt Lean Six Sigma, hein, autour de la performance industrielle.
Et enfin, via, je vous ai dit, un certain nombre d'heures, plus d'une centaine d'heures, près de 138 heures, si j'ai bonne mémoire, dédiées à la réalité mixte, eh bien, vous serez amené, dans le cadre de TP, de projets, à concevoir des interfaces homme-machine via la réalité mixte pour, par exemple, restituer des systèmes numériques industriels, assister à la maintenance, la performance qualité, l'ergonomie du poste de travail ou la sécurité. Maintenant, pour ce qui est de la vie étudiante, pour commencer et terminer cette présentation, eh bien, dites-vous que vous ne serez pas seul étudiant sur le site de l'usinerie, puisqu'il y a également 2 autres formations, un master recherche MTI 3D, donc dédié à la réalité virtuelle. Donc, c'est un master recherche de l'ENSAM, qui sera dans les mêmes murs que vous. Également, des étudiants licence générale informatique du CNAM Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, si on s'éloigne un petit peu, mais sans s'éloigner trop tout de même, vous avez également le pôle formation UMM Saône-et-Loire-Côte d'Or, comme je l'ai évoqué depuis le début de la présentation, et également de l'IUT de Chalon-sur-Saône avec plus de 400 étudiants. Après, concernant la vie étudiante, bien sûr, vous avez de quoi vous restaurer, soit avec des espaces dédiés au sein de l'usinerie, mais également un restaurant universitaire qui vous sera accessible à l'IUT, composante de l'Université de Bourgogne. Des activités sportives également, hein, vous pourrez bénéficier, comme tous les étudiants de l'enseignement supérieur du Grand Chalon, comme les étudiants de l'IUT de Chalon, des activités sportives que propose un professeur de sport de l'Université de Bourgogne sur différents sites de Chalon dédiés au sport. Pour les transports, ben, vous vous en doutez, Chalon est une ville moyenne malgré tout. Il y a des moyens de transport avec des lignes régulières, des navettes gratuites. Donc là, je vous invite à aller voir de plus près à l'espace Zoom, hein, aller sur le net et regarder d'un peu plus près ce qu'ils proposent avec des cartes d'abonnement qu'on appelle entre autres la carte Grand Air. Logement, eh bien, effectivement, il y a un certain nombre de structures qui sont là à votre écoute pour vous aider à vous loger. Et puis, plus concrètement, il y a une résidence dédiée aux jeunes actifs qui est implantée sur 2 sites au niveau de Chalon-sur-Saône. Donc voilà, il y a moyen de se loger dans cette ville moyenne à moindre coût, j'ai envie de dire. Pour terminer, eh bien, sachez qu'à Chalon, bien que là encore on soit dans une ville moyenne, il y a possibilité d'allier les études à haut niveau, donc au sein d'une formation d'ingénieur, et également de se détendre et puis d'avoir une vie culturelle. Donc, citons comme ça à toute vitesse un certain nombre de partenaires implantés sur le territoire du Grand Chalon. Pensons déjà au Conservatoire du Grand Chalon, spécialisé en musique, danse, théâtre. Pensons également à la Péniche, hein, qui est un endroit dédié à tout ce qui relève des musiques actuelles, à l'Arrosoir, qui est un caveau qui est dédié au jazz, et enfin à l'Espace des Arts, qui est une scène nationale, donc, qui propose des spectacles de théâtre, musique, cirque et encore de cinéma. Voilà. Je pense en avoir terminé avec cette présentation. Et bien maintenant, il nous reste quelques instants. Je propose, si vous êtes d'accord, de répondre à vos questions. Jean a posé une question sur le chat concernant le site de Volvo. Chez nous, le site de Volvo, il va se situer du côté de Lyon. On est à Saint-Priest. Ça se fait très bien entre Chalon et Lyon. Il y a le train pour aller sur Lyon. Voilà. C'est un gros site. On n'est pas loin de... Sur Vénitius Saint-Priest, on doit être autour des 5000 personnes. D'accord, ok, je suis désolé, j'étais dans les transports. Donc oui, Lyon-Chalon, c'est assez simple pour s'y rendre, effectivement. D'accord. Sachant, je me permets de compléter la réponse de M. Gaufroy, sachant que vous vous en doutez, on ne vous a pas parlé du calendrier de l'alternance, mais vous en doutez, on ne va pas vous demander de venir 3 jours suivre des enseignements de la formation à Chalon, puis les 2 jours qui suivent dans la même semaine d'aller à Lyon. Hein. Vous doutez bien, il va y avoir un certain nombre de semaines calées pour l'enseignement, mettons
voilà, en restant vague, hein, puisque le calendrier n'est pas encore totalement finalisé, il faut qu'on le partage avec les partenaires, hein, pour le valider ensemble. Mais en gros, 1 mois et demi à peu près d'enseignement, hein, un certain nombre de semaines, et puis après, à peu près la même durée en entreprise et ainsi de suite. Hein. Oui, c'est ce que j'avais pu voir sur votre première présentation que vous nous aviez fait à la licence. C'était au moins un bon mois, oui, de chaque côté. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Je tiens à remercier vivement Monsieur Geoffroy, hein, par sa présence, pour nous avoir permis de mieux connaître le groupe Volvo et plus précisément les problématiques que vous rencontrez, entre autres sur le site de Lyon, mais au-delà, tout au sein du groupe par rapport à l'IA et au big data. Et je le remercie également pour les offres qu'il vous met à disposition, des offres d'alternance pour la rentrée. Bonsoir. Merci à vous aussi, Monsieur Guillet. Je vous en Bonsoir à prie. tous. Bonsoir à tous. Oui, merci, bonsoir. Au revoir.